Je viens de signer un contrat avec Alexandra, la productrice d'un nouveau spectacle télévisé sur glace. Nous nous entraînons dans une patinoire que je ne connais pas. J'ai du mal à suivre la chorégraphie, comme si je la découvrais, comme si je ne savais plus patiner. Je n'y arrive pas. Je suis perdu. Vous êtes là, sur le bord, en costume, blanc comme un linge, droit comme une tige. Quand je passe devant vous, je vois vos yeux verts, vos cheveux lissés en arrière, votre teint livide, et je sens votre parfum que je connais si bien, qui me donne la nausée. Vous avez l'âge de l'époque, entre 30 et 40 ans. Je glisse. Je fais semblant de ne pas vous voir. On prépare le grand opening, le premier numéro du show. Je dois enfiler mon costume, me maquiller, mettre ma perruque. Ça y est, je suis prête, mais je ne suis plus sur glace. Je me retrouve dans une rue. Devant moi glisse un grand lit blanc qui ressemble à un cercueil, d'où pendent de longs morceaux de tissu. Des petites poupées marchent en cortège derrière et autour, comme à un enterrement. Je ne sais pas si elles poussent le lit ou s'il avance tout seul. Elles portent des aubes blanches avec une croix comme des bonnes sœurs, mais avec des ceintures en or comme des patineuses. Elles sont voilées, mais maquillées. Leur tenue ressemble à celle que j'avais pour le Noël de princesse Sarah. Alexandra, la productrice, vient vers moi et me dit « La télé est là. Il y a un direct. Il faut que tu parles. » Elle veut que je raconte ce qui s'est passé quand j'avais 15 ans. Mais je ne veux pas que tout le monde sache. Je refuse. Ce n'était pas prévu comme ça. Je ne veux pas parler à la télé. Ce n'est pas dans le contrat. J'entends le décompte. 10, 9, 8, 7, 6. Je me réveille. Chapitre 8. Rompre l'omerta. Comment vous empêcher de nuire, monsieur O? Mon silence me pèse. Je culpabilise. Régulièrement, je vous croise et je dis à ma mère « Ce n'est pas possible, l'ordure est encore en place. » Et s'il continue ces cochonneries, il faut le stopper. Je ne veux pas faire appel à la justice. Je ne me sens pas capable d'aller au front toute seule. Je suis encore emmuré. Et je n'ai pas confiance en la justice, car ce sera votre parole contre la mienne. Cependant, je veux vous empêcher de nuire. Je suis naïve. Je ne mesure pas encore l'étendue de la toile que vous avez tissée, ni le poids de l'omerta dans notre petit monde du patinage. À qui parler? Nous sommes en 2004, 2 ans après la rupture de mon tendon d'Achille et la résurgence de mes souvenirs. Je pense à Stéphane C., qui préside la partie artistique du club.
Je croise régulièrement ce quadragénaire dynamique et affable aux remises des médailles. Son poste est honorifique puisque, concrètement, c'est vous qui dirigez le club. Mais il a du poids, néanmoins. Peut-être pourra-t-il faire pression pour vous écarter. Je sais bien que c'est ma parole contre la vôtre. Je table sur les autres leviers qu'il pourrait peut-être utiliser. Vous buvez, vous êtes violent. Stéphane C. est le cousin de mon oncle Julien, lequel est kiné et m'accompagne régulièrement sur les compétitions. Julien a été mis au courant de ce qui m'est arrivé, il est partant pour m'aider. Je le connais bien. Si tu t'en sens capable, j'y vais avec toi. Il vient me chercher en voiture, on se gare dans une petite rue près de Bastille. Stéphane C. nous fait asseoir sur des canapés autour d'une table basse. Mon oncle attaque direct. Stéphane, Sarah veut te parler d'un problème très grave qu'elle a eu avec monsieur O. Et il insiste. C'est très grave. Je raconte. Stéphane C. n'a pas l'air très surpris ni très choqué en m'écoutant. Quand je me tais, sa réaction est immédiate. Sans main courante et sans plainte, je ne peux rien faire. J'espérais l'entendre me répondre. Je vais t'aider, je vais mener mon enquête. Je ressors dépité. Il aurait pu décider de protéger les potentielles victimes. Il a préféré protéger son club. Mon oncle est atterré. Stéphane C. m'a recontacté une fois. Pas pour savoir comment j'allais, mais pour me demander le numéro de portable de Philippe Candeloro. Je ne l'ai pas rappelé. Je pense ensuite, assez naturellement, à Thierry L. Non seulement il est président de l'ensemble du club, mais c'est son père qui l'a fondé. Je l'ai croisé souvent, lui aussi, lors des remises des médailles. Je sais qu'il m'aime bien. Je sais aussi qu'il ne cautionne pas vos méthodes violentes, votre alcoolisme notoire. Il l'a exprimé à plusieurs reprises. Il a été un peu écarté de la gestion du club par votre petite bande, mais il en est toujours officiellement le président. Je l'appelle. Cette fois, je viens avec mes parents. Il nous fait entrer dans une salle de conférence dans laquelle trône une grande table très longue. Il s'installe tout au bout de cette table comme un président. Cheveux gris, yeux très clairs. Il porte un costume, très classe. L'endroit est impressionnant. On se sert tous les trois à l'autre bout de la table. Mon père commence. Thierry, Sarah veut vous parler. Elle a quelque chose de grave à vous dire. Je raconte, mais sans prononcer le mot, comme toujours. Son visage se décompose. Alors c'est vrai, tout ce qui se dit, toutes ces rumeurs. Je vois qu'il est sincèrement touché. Il a mal pour moi et pour son club. De sa petite voix douce, il nous retrace l'histoire de la fondation de celui-ci. On écoute poliment, sans vraiment comprendre l'intérêt de ce cours d'histoire. Maman prend la parole pour expliquer que je ne vais pas bien. Elle décrit mes angoisses et mes blocages. Il soupire et conclut, le mieux, pour Sarah, serait qu'elle arrête tout et passe à autre chose. Elle se sentirait mieux. Il ne parle pas d'agir directement contre vous, monsieur O. La solution est donc que moi, la victime, je m'efface. Je devrais abandonner ma passion pour laisser l'ordure tranquille. Je suis triste quand je sors. J'apprendrai plus tard que Thierry s'est retiré complètement du club, quelque temps après notre entrevue, et que Laetitia
était déjà venue le voir, elle aussi, quelques années plus tôt. Laetitia, autour de laquelle bruissent tant de rumeurs, elle a été votre élève très jeune, monsieur O. Et le bruit a couru qu'elle avait parlé contre vous, qu'un dossier existait au ministère, vous auriez même été suspendu un temps. J'ai entendu ces rumeurs, de loin, au début des années 2000. Le plus fou, c'est que je n'y ai pas prêté attention à l'époque. J'étais dans ma période d'amnésie, plongé jusqu'au cou avec Stéphane dans ma quête de médailles. Ce petit bruit de fond lointain ne m'atteignait pas. Un jour, maman me reparle de cette rumeur. Je connais bien Laetitia, que j'ai côtoyée des années, mais je n'ose pas l'appeler directement. Je décide de contacter le ministre des Sports, qui est un ancien sportif de haut niveau. Je l'ai croisé plusieurs fois, lors de remises de médailles organisées par le président de la République. Je n'ai pas sa ligne directe, mais j'espère que ma notoriété suffira. Entre sportifs, la communication est plus facile. J'appelle le standard, je donne mon nom, on me passe une secrétaire qui transmet. Il décroche, me tutoie d'emblée, son ton est amical. Je lui explique avec mes mots la situation, je lui demande des conseils pour agir et de l'aide pour vous empêcher de nuire. Il me répond, je vais regarder, je te rappelle très vite. Ce que je lui annonce a l'air tellement banal. Il me rappelle, effectivement, 48 heures plus tard et me dit, oui, on a un dossier sur lui, mais si tu ne portes pas plainte, on ne peut rien faire. Et il ajoute, si tu as besoin de moi pour décrocher des mairies pour tes galas, je peux t'aider. Pour le reste, il vaut mieux en rester là. J'en suis sidéré. J'ai la confirmation qu'il existe un dossier sur vous au ministère. D'autres filles se sont donc plaintes de vous. Depuis des années, tout le monde sait que vous constituez un danger et on vous laisse continuer à régner sur votre royaume en toute impunité. Circulez, il n'y a rien à voir. Ma petite Sarah, prends tes médocs et tais-toi. Les années y passent. Extérieurement, tout va bien. Je regarde grandir ma fille. Je partage des projets avec Jean-Louis. Je patine dans des galas. Je dirige ma troupe que je fais rire avec mes pitreries. Je maquille comme je peux mes névroses. Je me suis assise sur mon secret. Mais, au fond de moi, j'attends toujours de pouvoir parler. L'occasion se présente à l'hiver 2011. Ma tournée Rêve de glace fait escale à Albertville. Laetitia y est coach. Je sais qu'elle va venir au spectacle. Je la croise et je lui dis que j'ai besoin de lui parler. Elle m'invite à venir goûter chez elle le lendemain avec ma fille et ma mère. Nous y allons. Pendant que les enfants jouent, je lui demande de revenir sur son histoire. Elle le fait volontiers. Elle raconte que vous l'avez poursuivie plusieurs années à partir de ses 15 ans. Vous déposiez des roses sur son lit, vous lui écriviez des mots d'amour, vous lui demandiez de venir dans sa chambre après chaque compétition sous prétexte de débriefing, en fait pour lui masser les jambes. Elle affirme qu'elle a pu s'échapper à temps, qu'elle a fini par demander à son beau-père de jouer le garde du corps. Elle aussi a été obligée de prendre un garde du corps. Je comprends soudain pourquoi je voyais toujours ce gaillard derrière elle pendant les compétitions. Nous avons vécu tant de choses en parallèle et nous n'avons pas imaginé que nous nous débattions avec le même problème, vous. Laetitia ajoute qu'elle a alerté les autorités sportives et exigé de la fédération de changer d'entraîneur. En 1998, la police judiciaire l'a convoquée,
mais elle n'a pas voulu porter plainte. Elle non plus. Vous avez été suspendu un temps, vous n'étiez plus speaker de l'équipe de France. On vous a retiré certaines de vos fonctions à la fédération. Et puis, vous êtes revenu. Sans doute avez-vous du réseau, des protections. Je raconte à Laetitia mon histoire. Pendant que je parle, ma mère pleure. Moi pas. Depuis cette fameuse nuit avec Olivier, je n'ai plus jamais pleuré en parlant de vous, monsieur O. Laetitia réagit avec beaucoup d'empathie. Si tu as besoin de parler, je serai toujours là. Va voir un psychologue, c'est très important. On échange sur les reportages de plus en plus nombreux traitant des abus sexuels dans le sport et l'omerta qui continue de régner dans notre sport à nous. On évoque le nom de vos potentielles victimes, monsieur O, mais Laetitia n'a pas envie de creuser plus. Elle ne veut pas replonger dans ces sales années qu'elle essaye d'oublier. Je suis désolé, j'ai trop souffert, m'avoue-t-elle en me raccompagnant à sa porte. Mais tu peux compter sur mon appui si tu en as besoin. Je continue d'investiguer entre deux galas. Un jour, je contacte Monsieur V, qui a été un temps président du club et qui faisait office de prof de maths pendant nos stages à La Roche-sur-Yon. Il logeait à l'infirmerie gratuitement en échange de ses cours. Sa fille patinait avec nous. Je me souviens qu'elle dormait toujours à l'infirmerie avec lui, jamais avec nous. Et s'il avait voulu la mettre à l'abri? Peut-être qu'il sait des choses. Je l'appelle, on prend un café ensemble, je mène incidemment la conversation vers vous, et, sans trop se faire prier, il me confie. Je suis au courant de ses agissements, et c'est la raison pour laquelle ma fille n'a jamais dormi dans les box du lycée. Je n'en reviens pas. Il a donc protégé sa fille de vous, sans se soucier des autres. Je le regarde, je n'arrive pas à lui dire qu'il a devant lui une victime de son silence. Pas le courage de remuer cette boue, et puis, pourquoi? Quand je parle, rien ne se passe. Je sors écœuré de ce rendez-vous une fois de plus. Monsieur O, j'imagine que vous n'avez pas eu envie de lire le livre de Flavie Flament, sorti en 2016, La Consolation, où elle racontait avoir été victime du photographe David Hamilton quand elle avait 13 ans. Mais vous avez forcément suivi l'affaire qui a fait grand bruit. Je n'ai pas lu non plus son livre tout de suite, j'ai en revanche regardé en différé le film adapté de cet ouvrage. Quand j'ai vu qu'il passait à la télévision, j'en ai parlé à Jean-Louis, qui s'est montré fort embêté. Tu ne devrais pas le regarder, tu vas te faire du mal. Il essayait de me dissuader, tout en faisant des allers-retours entre le bureau et la chambre. Ce soir-là, j'ai attendu que Stella se couche et s'endorme. Je me suis assise seule dans notre lit, sous les draps, avec ma petite chaîne, Princesse Ice, dans les bras, pour me donner du courage. Jean-Louis a continué de régler ses affaires. Et moi, j'ai regardé le téléfilm. La petite fille et son prédateur. J'ai vu le photographe approcher sa bouche de son ventre. Il a embrassé là où vous m'avez embrassé, entre les jambes. Elle aussi a vécu ça. Je suis happé par la scène. Je suis dans la peau de cette petite fille. Je sais ce qu'elle ressent. J'ai la nausée. Tout mon corps brûle. J'ai mal partout. Je suis bouleversé, tétanisé. Je regarde le film jusqu'au bout, en serrant Princesse Ice contre moi, comme un doudou. Il y a un débat ensuite. Flavie est présente. Elle raconte que, dans ces moments, son esprit se détachait de son corps et qu'elle attendait que cela finisse, comme si elle n'était pas là.
Je suis en symbiose quand elle parle, tout ce qu'elle raconte correspond tellement à ce que j'ai ressenti. Cette femme a su parler et se libérer. J'aimerais tant avoir le même courage qu'elle et témoigner à visage découvert, sans honte. J'essaye de la contacter via Facebook, sans réponse. J'appelle le comédien Bruno Solo, qui est devenu un ami proche après notre rencontre sur un plateau de télévision. Il préside une association de défense des enfants. Il est très sensible à ces questions. À lui, j'avais pu me confier. Grâce à son métier, il connaît beaucoup de monde. Il doit savoir comment contacter l'animatrice. Bruno est ravi de ma démarche. Bravo, il faut parler, Sarah, martèle-t-il. Il évoque aussi la danseuse Andrea Bescon, qui a été violée enfant et qui en a fait un spectacle bouleversant, Les Chatouilles ou la danse de la colère. Tu vois, elle aussi a parlé, à sa manière, et ça lui a fait beaucoup de bien. Il a appelé Flavie. Quelques jours plus tard, celle-ci me propose un rendez-vous via Skype. Je suis anxieuse. Je me suis installée sur le lit, avec le chien dans les bras, en bouclier. Je tremble. Elle apparaît à l'écran, solaire, souriante, lumineuse. Je pleure. Je raconte en vrac ma solitude, mes angoisses, mes douleurs. J'ai vécu la même chose que toi, Flavie. Je ne m'en sors pas. Ça ne va pas. Je ne prononce pas le mot. Pas besoin. Elle comprend. Elle me dit, tu n'es plus toute seule. On s'en sort, Sarah, mais ça va prendre du temps. Que veux-tu faire pour aller mieux? Voir un psy? J'en ai déjà vu une. Veux-tu le faire savoir? Me demande Flavie. Si tu arrives à parler à visage découvert et à dépasser ta honte de victime, tu iras beaucoup mieux. Je peux te donner le numéro d'une journaliste de l'Obs, Emmanuelle Anison, qui a enquêté à mes côtés sur David Hamilton, si tu te sens prête. Je prends le numéro. On raccroche. Je me sens très mal toute la journée. Je sais que je démarre quelque chose, que je vais enfin aller jusqu'au bout d'une démarche entamée plusieurs fois, mais jamais achevée. Je ne veux pas quitter ce monde sans avoir parlé de cette chose si importante pour toutes les femmes et pour ma fille de 8 ans. Ce que Flavie a fait pour moi, je veux le faire pour d'autres. Flavie me met en contact par mail avec la journaliste. On s'appelle et on discute longuement, plusieurs fois, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Je sens que je suis sur la bonne voie. Lui parler me bouleverse, mais me soulage chaque fois un peu plus. J'ai très peur, j'hésite encore. Je me dis que, à plusieurs, on sera plus forte. Je vais essayer de contacter d'autres victimes potentielles. Avec Emmanuel, j'entreprends d'appeler des patineuses que vous avez coachées. J'ai encore pas mal de numéros de téléphone dans mon répertoire. Afin que ma fille n'entende pas, je me réfugie dans la voiture pour passer les appels. Parfois, j'attends plusieurs heures, plusieurs jours, avant d'oser composer le numéro. Je vais dans la voiture, j'angoisse, je repars, je reviens. Mon corps me brûle. Si je les appelle, il faut que je raconte d'abord ce que vous m'avez fait à moi. Avec quels mots vais-je leur dire? Je finis par lancer mes sondes. Je recontacte d'abord Laetitia, avec qui j'ai déjà parlé en 2011. Elle me soutient dans ma démarche, mais elle n'a pas envie de monter en première ligne.
J'appelle D, la patineuse que j'avais croisée au restaurant avec vous et qui a été longtemps prof chez vous. Elle me dit, ne t'inquiète pas, Sarah, on est tous plus ou moins au courant de ses agissements. Alors, quand il accompagne l'équipe de France en déplacement, on veille au grain. Je n'en reviens pas, là encore. Ils savent tous et personne ne demande son départ. J'appelle A. On était ensemble en stage à La Roche-sur-Yon en 1998, alors que je patinais en couple avec Stéphane. Je savais qu'elle allait partir en gala avec vous. Je l'avais avertie à l'époque. Fais attention à lui. Au téléphone, elle me dit que vous avez dormi avec elle pendant cette tournée de gala, mais qu'il ne s'est rien passé. J'ai du mal à le croire, car elle ajoute ensuite qu'elle a entamé une procédure en justice avant de la retirer. Elle est devenue ensuite entraîneur dans votre patinoire. Drôle de coïncidence. J'appelle M. Elle m'avoue que vous lui avez fait du mal, que c'est grave. Il m'a forcé à faire des choses. Elle me dit que c'est trop douloureux, qu'elle ne veut pas en parler parce que cela ne sert jamais à rien. Des bruits courent depuis toujours sur lui, plein de patineuses ont essayé de parler en interne, cet enfoiré est toujours resté en place. Elle ajoute qu'elle trouve honteux de la solliciter sur ce sujet après tant d'années. Ne m'appelle plus jamais. Je raccroche, profondément triste. J'appelle A. Vous êtes venu vous asseoir sur son lit, à elle aussi, à La Roche-sur-Yon. Vous lui avez caressé les épaules et le dos. Elle dit qu'elle ne se souvient de rien d'autre, mais qu'elle est quand même partie du stage prématurément. J'échange régulièrement sur mes recherches avec mon entraîneur préféré, Jean-Christophe. Lui-même se souvient que, une année où il était venu entraîner au stage de La Roche-sur-Yon, il avait entendu quelqu'un détaler un soir alors qu'il faisait une ronde. Il se demande rétrospectivement si ce n'était pas vous. Il est très choqué par tout ce qu'il découvre. Je mesure en l'écoutant la consanguinité de notre petit monde. Il s'en veut de n'avoir rien vu. Il faut parler, Sarah. Il faut tout faire exploser. Avec Emmanuel, nous appelons H. Elle a patiné dans votre club. On ne se connaît pas. Elle a 10 ans de plus que moi. Elle explique spontanément avoir été violée à 13 ans par un entraîneur, puis à 15 ans par un autre. Elle parle de vous, monsieur O. Elle vous décrit comme un pervers. L'autre agresseur, entraîneur du club, je le connais très bien. J'ai travaillé avec lui. Je suis sidéré. Si ce qu'elle dit est vrai, je comprends mieux pourquoi vous êtes tellement protégés. En fait, vous vous tenez les uns les autres. Mais combien de prédateurs êtes-vous dans le patinage? H nous raconte que vous vous êtes retrouvé récemment à dormir avec l'équipe de France dans l'auberge d'un ancien entraîneur de la région parisienne. En 2013, dans un reportage télévisé sur les violences sexuelles, une patineuse, le visage flouté, expliquait que ce même homme l'avait obligée à lui faire des fellations dans son bain quand elle avait 13 ans et que ces agressions avaient continué ensuite. Elle n'a pas porté plainte, je crois. Il n'a pas été condamné, mais a dû être écarté. Il n'est plus en activité. Cet homme, je le connais. Il a coaché Stéphane quand celui-ci était jeune. Il était notoirement violent, monsieur O, comme vous. Vous le connaissez très bien, depuis des dizaines d'années. Vous vous êtes côtoyés en club.
Et H nous apprend que vous, monsieur O, vous emmenez les jeunes de l'équipe de France dormir chez lui. En l'écoutant, je n'ai plus les mots pour décrire mon état de stupéfaction et de dégoût. H est bouleversée de remuer toute cette boue. Comme moi, elle vit mal son passé l'encombre. Elle martèle que vous devez payer, mais elle veut rester anonyme. Mes enfants ne savent pas. C'est douloureux d'appeler ses filles, de raconter chaque fois ce que j'ai vécu. Je replonge dans mon mal-être. Pour quel résultat? Elles ne veulent pas dénoncer à visage découvert. Je suis déçu, j'abandonne l'idée d'un front commun, mais je comprends. La honte, la peur du regard des autres, des représailles professionnelles. J'ai été moi-même si longtemps muselé, incapable de sortir de mon mutisme, même des années après. Je me souviens de ce matin de 2008 où une bénévole de la patinoire m'interpellait. Elle tenait la buvette, à l'entrée. Je venais d'arriver pour un entraînement Holiday on Ice. Elle m'a arrêté et regardé droit dans les yeux. C'est vrai que tu as été violée par Monsieur O. Sa question m'a paniqué. Comment avait-elle su? Des rumeurs couraient-elles à mon sujet? Elle a prononcé ce mot insoutenable que je n'étais toujours pas capable d'énoncer moi-même avant d'écrire ce livre. Ce mot, je l'ai reçu en pleine face, comme une énorme gifle. J'ai balbutié. S'il te plaît, je ne veux pas parler de ça. Je me suis enfui. J'aurais dû répondre oui, en gardant la tête haute. J'aurais dû l'accuser, lui, mais j'ai fui comme une coupable, la tête basse, honteuse. Et, dans la foulée, mon silence et moi sommes allés nous enterrer dans votre royaume. C'est dangereux de parler. Les témoignages dans le patinage sont rares et souvent anonymes. Ils se retournent vite contre celles qui les émettent. Je ne connais qu'une affaire d'entraîneur condamné, Pascal Delorme, qui a écopé en 2003 de 10 ans de prison pour viol sur 7 de ses élèves âgés de 9 à 15 ans. La fédération est restée très discrète sur le sujet. Il nous est d'autant plus difficile de parler, Monsieur O, que nous avons en face de nous un véritable système. Plus j'avance dans mes recherches, plus j'en suis convaincu. Si vous avez tenu si longtemps, Monsieur O, c'est parce que tout autour de vous l'a permis. Beaucoup de gens ont intérêt à garder le silence. Le rompre, c'est casser des années de petits arrangements. C'est déséquilibrer tout un écosystème. Des politiques ont fermé les yeux. Des dirigeants vous ont maintenu en place. Des entraîneurs se sont tus pour ne pas risquer d'être virés ou pour protéger leur propre turpitude. Des femmes de coach ont mis un mouchoir sur les crimes de leurs conjoints. Des parents ont été aveuglés par leur volonté de voir leur enfant réussir. Des élèves eux-mêmes ont eu peur d'être discriminés s'ils parlaient. Chacun, à son niveau, a nourri et continue de nourrir le crime. Mais le monde change, Monsieur O. Depuis 2 ans, j'assiste avec bonheur à cette libération de la parole partout dans le monde. J'ai suivi l'affaire du producteur Harvey Weinstein, accusé de viol par plusieurs actrices, puis la vague du hashtag MeToo sur Twitter qui s'est propagée dans le monde entier comme une traînée de poudre. Sur Internet, je scrute tous ces témoignages de femmes, connues ou pas, qui osent témoigner, enfin, à visage découvert. Comment pouvez-vous continuer à paraître aussi serein, Monsieur O, quand je vous croise dans les couloirs?
Vous devez bien voir que le monde bouge autour de vous. J'ai appris que vous aviez vous-même dédié le spectacle d'hiver de votre club, il y a 2 ans, aux violences sexuelles. Comment avez-vous osé? Vous pensez-vous à ce point à l'abri de tout, monsieur O? Ne sentez-vous pas que l'étau se resserre? Les langues commencent à se délier et en appellent d'autres à faire de même. J'écoute Adèle Hanel, l'actrice qui a évoqué les attouchements d'un réalisateur quand elle avait 13 ans. Je me suis reconnu dans son regard, la crispation de son visage, de son corps. J'ai vu qu'elle n'était pas bien. La période doit être difficile pour elle. Mais je notais aussi les nombreuses manifestations de soutien dont elle a bénéficié. Plus récemment, encore, en janvier 2020, une victime de l'écrivain Gabriel Matzneff, pédophile notoire, défendu par le monde littéraire, sous prétexte qu'il écrivait bien, a décrit les conséquences terribles sur sa vie de ses relations sexuelles surbies à 14 ans. Cette prise de parole avait longtemps été impossible au vu des soutiens dont cet intellectuel bénéficie. C'est dur de rompre l'omerta, monsieur O. C'est dur de revenir sur des décennies de silence et de mensonges. C'est dur pour une société de changer son regard et pour un système de changer de fonctionnement. Le monde du sport porte des valeurs fortes, des enjeux financiers énormes. Il protège son image avec pugnacité et tant pis pour les nombreux cadavres cachés. J'apprends, au moment où je boucle ce livre, qu'un des meilleurs patineurs français actuels, que je connais bien, est accusé d'agression sexuelle sur une jeune fille de 13 ans aux États-Unis. Je lis que les 2 coachs du patineur auraient fait pression sur la jeune fille pour qu'elle se taise. Je vois que, dans un communiqué, la Fédération française des sports de glace apporte son soutien au patineur en précisant qu'elle n'a pas de motif pour ne pas lui accorder sa confiance. Et je me dis que, décidément, les institutions ont bien du mal à changer leurs réflexes. Mais, face à la libération de la parole, leur silence ne pourra plus tenir encore longtemps. Il a cédé dans le secteur religieux. Il a craqué dans le secteur culturel. Et je crois bien, monsieur O, qu'il est sur le point d'exploser dans le sport. Longtemps, mon témoignage a été inaudible. Il ne l'est plus. La petite fille qui est encore en moi ne veut plus se taire, monsieur O. Elle veut vivre en vérité, dénoncer à visage découvert. Je ne le fais pas pour me venger, monsieur O, mais pour relever la tête et guérir, passer du statut de victime honteuse à celui d'exemple, pour aider les autres Sarah à parler et pour protéger les Stella à venir. Ce livre sera la plus belle de mes victoires.